Bienvenue sur Télé Antilles, mesdames, messieurs. Très heureux de vous retrouver. C'est la grande rentrée Télé Antilles, mesdames, messieurs. On salue tous nos téléspectateurs, qui soient donc du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, que vous soyez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, sur l'île de Mayotte. Vous nous regardez sur les réseaux d'Orange, le canal 38. Sur Free, on est sur le canal 932. Sur Orange, le canal 398. Et sur Bouygues, le canal 407. On salue également nos compatriotes, nos amis qui nous regardent donc depuis l'île de Beauté. En Corse, une émission entièrement réalisée par Peggy Ladéon. Donc, bonne rentrée à toi, mon cher Peggy. L'émission réalisée par Peggy Ladéon, on l'a dit, notre directrice des programmes, Daniel Borilla, qu'on salue, mais également notre mise en image assurée par Jean-François Saint-Louis. Pour assurer cette grande rentrée aujourd'hui, mesdames, messieurs, on va faire, on va pas faire dans la demi-mesure. On accueille, c'est la première fois que je l'accueille sur ce plateau. C'est Maître Alex Ursulet, qui est avocat au barreau de Paris, mais également au barreau de Fort-de-France. Bonjour Maître. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, on s'est souvent croisés dans les avions et autres. On s'était toujours dit, nous allons réaliser une émission ensemble. Je vous invite dans cette émission, les invités de Mike. D'abord, pour dire qui vous êtes, parce que Maître Alex Ursulet, je peux le dire, c'est un puissant dans la justice, ce métier d'avocat que vous exercez depuis quelques années. Alors, vous êtes dans la justice depuis 42 ans. Oui. Donc expérimenté, très expérimenté. Un peu expérimenté. Donc il y a plein de questions à vous poser. Ça va, vous n'êtes pas au tribunal, mais vous nous promettez de nous dire toute la vérité, maître. Je dis toujours ce que je pense. Je ne cache pas mes sentiments, ce qui m'attire quelquefois des critiques, mais je dis parce que si à mon âge et avec l'expérience que j'ai, et si avec ce que j'ai vécu, tout ce que je vis, je ne dis pas les choses, alors non, je dis. Alors, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Maître Alex Ursulet, avocat au barreau de Paris, mais également à Fort-de-France. On parle de Paris et de Fort-de-France, mais vous plaidez partout. Partout. Où on vous demande. Vous êtes partout aux États-Unis, vous êtes parti en Afrique. Je plaidais partout dans le monde entier. D'accord. Donc ça, c'est votre métier d'avocat. Vous avez toujours voulu être avocat? En fait, non. Quand j'étais jeune, je voulais être architecte. Et mon père était un avocat, un grand avocat. Il s'appelait Man Ursulet. Et après le bac, il m'a dit, bon alors, je lui ai dit, mais je souhaiterais faire des études d'architecture. Il m'a dit, non, il faut que tu fasses un métier sérieux, il faut que tu deviennes avocat. Il m'a dit, pour l'architecture, tu peux construire dans le jardin au fond, il y a de la place. Tu fais de la place, ce que tu veux. Je fais un gratte-ciel, mais avocat. D'accord. Et finalement... on a fait comme papa. Ouais. Très bien. Donc, alors, d'abord, vous avez été aussi à vos débuts, alors je ne sais pas si c'est à vos débuts, mais vous avez été également homme politique. À mes débuts, non, j'étais déjà avocat. Oui, mais dans les années 80, 90, 80, vous étiez même conseiller régional de la Martinique. Élu plus jeune conseiller régional de France. Ouais. Et puis, à quel âge? À 28 ans, et puis j'ai été désigné par Jacques Chirac pour la campagne présidentielle de 95. J'ai été nommé secrétaire départemental du RPR pour la Martinique, et j'ai été amené à gérer la campagne présidentielle de 95 pour la Martinique et la Guadeloupe. Très bien, pour le RPR, le Rassemblement pour la République. Donc homme de droite. Gaulliste. Mais le RPR, c'est un parti réputé pour être un parti de droite, quand même. Le gaullisme, le RPR, c'est la branche issue du gaullisme, du parti gaulliste. Et donc, il n'y a ni droite ni gauche. Et droite et gauche, c'est l'histoire de la France avec l'histoire du général de Gaulle. Et puis la Martinique est un pays qui s'est très tôt inscrit dans le gaullisme. Puisque... pendant la guerre, beaucoup de Martiniquais ont rejoint le général de Gaulle. Et donc vous avez voulu... Donc mon père était gaulliste. Vous savez, je ne sais pas qu'a fait chatte, et donc
je suis le chemin. Très bien. Alors, pour parler de vous, vous êtes toujours, ou alors vous avez été donc le défenseur d'Alfred Marie-Jeanne et de Serge Letchimy, deux hommes forts de la politique en Martinique, qui sont de camps différents quand même. Oui, il y en a un qui est indépendantiste, c'est Marie-Jeanne, et l'autre qui est autonomiste, c'est Letchimy. Ouais. C'est pas contradictoire donc dans ce métier donc de la justice de plaider pour deux personnalités vous savez, qui s'opposent. Et la voix de celui qui, à un moment donné, n'a pas de voix. C'est-à-dire devant une juridiction ou dans une problématique. Et ce n'est pas l'appartenance à un parti politique qui fait choisir tel avocat. Moi, j'ai toujours défendu des hommes de factions différentes, de politiques différentes. Donc, non, je connais bien les deux hommes. Ils m'accordent leur confiance et je suis très heureux. Ils m'ont tous les deux désigné pour assurer la défense de la collectivité territoriale. Marie-Jeanne, quand il était le président, et le président Letchimy m'a appelé ensuite en me disant je souhaite que vous continuez à assurer la collectivité territoriale, ce qui m'a fait plaisir, puisque c'est une continuité. D'accord. Donc vous étiez donc le défenseur, donc l'avocat, donc non pas de l'homme, mais de la collectivité. Mais également de l'homme, puisque Marie-Jeanne a été poursuivie injustement dans une affaire éminemment politique. On peut tout reprocher à Marie-Jeanne, mais pas d'être malhonnête. C'est un homme honnête. Et c'est un exemple à suivre pour les générations futures. C'est quelqu'un pour qui je mettrais ma main au feu. Et ça va faire 20 ans que je suis son avocat. Et donc, voilà. Et quant au président Letchimy, je ne le connaissais pas. Il était très ami avec un de mes amis qui s'appelait Camille Chauvet, qui est un homme remarquable, un historien remarquable, et un tourbillon aussi, un turbulent. Mais nous étions amis. Un homme qui disait ce qu'il pensait, toujours. Et puis il a eu un problème de santé, et j'ai fait la connaissance du président Letchimy sur le lit de chevet, sur le chevet de Camille Chauvet. Et ça nous a, je crois, un peu rapprochés. Très bien, qui nous a quittés depuis. Alors, vous avez défendu, alors je ne dis pas à vos débuts, mais vous avez défendu donc, le tueur en série, Guy Georges. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé, donc, jeune avocat que vous étiez donc, à l'époque, à prendre la défense d'un tueur de ce calibre? Est-ce que vous étiez, à l'époque, en quête de notoriété? Non, ça faisait déjà 20 ans que j'étais avocat. Et on dit que pour être un bon avocat, il faut avoir au moins 20 ans de barre, 20 ans d'expérience. Et c'est lui qui m'a désigné du fond de sa prison de la santé. C'est lui qui vous a choisi, Guy Georges? Bien sûr. Quand il fait appel à vous, vous pouvez refuser? Bien sûr. Et c'est le client qui choisit. Et en même temps, j'avais un homme politique français qui m'avait demandé d'assurer sa défense, et ça tombait dans la même semaine. C'était Roland Dumas, l'avocat, le président du Conseil constitutionnel, et j'étais obligé de choisir. Et j'ai choisi Guy Georges. D'accord. De défendre Guy Georges. Entre Guy Georges et Roland Dumas, donc le choix était clair pour vous, donc, et Roland Dumas m'a dit qu'il comprenait, qu'il était avocat aussi, que dans la vie, il n'y a pas deux fois l'occasion d'être dans une affaire pareille, parce que c'était la première fois que la France connaissait un serial killer. Il était noir, il avait une histoire un peu particulière. Voilà. Très bien. Vous êtes toujours son avocat aujourd'hui? Oui, bien sûr. On ne cesse d'être l'avocat. D'accord. Donc vous le visitez en prison, il est toujours... Et oui, j'ai quelques contacts avec lui de temps en temps. D'accord. Il aurait dû, normalement, condamné, on le rappelle, condamné à perpétuité, avec une peine de sûreté donc de 22 ans. Il aurait dû être dehors aujourd'hui? Oui. Pourquoi est-il encore Parce qu'il y a des conditions qu'il faut respecter. Celle d'avoir un emploi. À part moi, je ne vois pas qui pourrait l'employer. Celle d'avoir suivi une thérapie en maison d'arrêt, ce qu'il n'a pas fait. D'avoir une adresse, ce qu'il n'a pas. Voilà. Donc... Vous qui le connaissez, vous qui le côtoyez au parloir, il est
C'est un homme dangereux aujourd'hui, Guy Georges, pour la société? Je ne sais pas. Je ne suis pas... Je suis pas psychiatre. Je ne suis pas psychiatre. Mais en tout cas, il a quand même fait beaucoup d'années de détention. Il a beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé sur lui, même s'il n'y avait pas le support d'un thérapeute. Il faut peut-être qu'il élabore, avant qu'il ne sorte, un suivi thérapeutique. Ouais. Il a 63 ans aujourd'hui, je crois. Voilà. Alors, quand on prend un cas comme celui de Guy Georges, on ne va pas épiloguer non plus dessus, maître, mais quand on prend le cas, je voudrais un petit peu comprendre comment on choisit ses clients. Est-ce que vous vous dites, ouais, mais en prenant une affaire comme celle de Guy Georges, ce serial killer, ce tueur en série, cet homme qui a été... qui a sévi pendant 20 ans à peu près, qui a tué, qui a violé, enfin voilà. On se dit quand même, on s'attaque à l'indéfendable. En fait, le métier que je fais est un métier très difficile. On prête un serment de défendre. C'est comme un médecin, quand il prête lui aussi le serment de soigner. Lorsque la porte du cabinet de médecin ou de celui d'avocat s'ouvre, on ne sait pas qui est devant. Non, c'est pas ça. On n'est pas là pour juger. Ouais. Il y en a un qui va soigner, c'est le médecin, et l'autre qui va défendre, c'est l'avocat. Ouais. Donc, moi, mon destin m'a conduit vers le droit pénal, le droit criminel. Et dans ma vie, j'ai beaucoup défendu. J'ai plaidé 900 fois à la cour d'assises. C'est beaucoup. Donc, je le fais avec passion encore, parce que j'aime ça, parce que je considère que l'avocat doit contribuer à l'acte de juger. Il doit apporter de la lumière au jury et à la cour criminelle. Voilà. D'accord. Et quand vous dites que vous avez défendu, vous avez plaidé 900 fois donc à la cour d'assises, généralement, quand on se retrouve devant une cour d'assises, ce que je parlais d'indéfendable, il y a très peu d'acquittement, maître. Non, il ne faut pas dire ça. Moi, j'ai eu beaucoup d'acquittement. Non, chaque affaire est différente. Et c'est pas parce que vous comparaissez que vous êtes condamné. Non, non. C'est pas parce que vous êtes poursuivi que vous êtes condamné. Non. Chaque affaire est différente. D'accord. Même quand on arrive devant une cour d'assises, on sait que... bien sûr. Il n'y a pas de fatalité si vous êtes innocent. Et souvent, il y a des hommes innocents qui sont poursuivis. Ce n'est pas parce que vous êtes poursuivi que vous êtes condamné, que vous êtes coupable. D'accord. L'indéfendable, un terme que j'aime bien parce que c'est aussi le titre d'un livre que vous avez écrit. Il y a longtemps. Ouais. Donc, dans ce livre, on retrouve toutes des histoires, vos histoires. Non, pas toutes, mais j'ai écrit une partie. Le sous-titre, c'est comment défendre un salaud sans en être un soi-même. Ouais. Donc voilà, c'est un peu expliquer au lecteur le chemin qui amène un avocat à défendre des hommes qui sont accusés des pires choses. D'accord. Alors, vous avez été associé avec quelqu'un qui vous ressemble, mais les affaires vous ont réunis, vous ont rassemblé. C'est Maître Jacques Vergès, qui n'y est plus. Qu'est-ce qui vous a réuni? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec Jacques Vergès est un très grand avocat. Nous avions plusieurs points communs, dont celui pour lui d'être réunionnais et moi d'être martiniquais. Ouais. Ensuite, d'avoir à peu près au début de nos carrières respectives les mêmes particularités. Il avait été nommé secrétaire de la conférence, moi aussi. Et très tôt, quand je démarrais, on s'est rencontrés et puis on déjeunait souvent soit dans un restaurant réunionnais, soit dans un restaurant martiniquais. Et on a compris qu'on avait des accointances. Ouais. Il faisait partie de la génération de mon père. J'avais beaucoup d'admiration à ce moment-là pour lui parce que c'était pour notre génération de jeunes avocats, c'était une star, une idole. Ouais. Un homme tout à fait remarquable. On disait aussi de lui qu'il défendait l'indéfendable.
Oui, on dit que c'est l'avocat du diable. On l'a beaucoup diabolisé parce que il a été l'avocat de causes difficiles. Ouais. Bon, mais j'ai plaidé plusieurs fois avec lui, notamment à La Réunion, pour son neveu, qui était accusé de choses absolument injustes. Et ça s'est fait naturellement. Il est venu à la Martinique défendre à mes côtés les employés d'Air Martinique à l'époque où ça existait. Nous sommes allés un peu partout en Afrique. Oui, on a bien. Ouais. Oui. Vous gardez un bon souvenir de. Oui, parce cette que partie de. C'est une époque. Ouais. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'avoir attiré son attention et qu'il m'ait proposé de devenir son associé et de l'accompagner dans son aventure hors du commun. Très bien. Maître Alex Ursulé, mesdames, messieurs, est notre invité aujourd'hui dans cette émission. Les invités de Mike, on signe notre grande rentrée sur Télé Antilles, cette émission entièrement réalisée par Peggy Ladéon, donc, qui nous assiste et qui réalise cette émission, donc mise en image par Jean-François Saint-Louis. Maître, je voudrais qu'on revienne sur quelques sujets avec vous. On va parler, mais évidemment, donc, de la justice, hein, donc cette justice en Martinique. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le chlordécone. Donc le chlordécone, ce scandale sanitaire et écologique majeur qui a frappé les Antilles il y a quelques décennies et qui a abouti d'un non-lieu ici par les juges. Est-ce que de votre point de vue sur cette affaire, les juges se sont trompés? Alors je vais vous dire, ce sera plus facile pour moi de vous parler de l'injustice à la Martinique que de la justice. Ouais. L'affaire du chlordécone est évidemment un scandale sanitaire, mais hélas, est aussi un scandale judiciaire. Si c'était dans la France hexagonale qu'avait eu lieu cet empoisonnement, jamais les choses ne seraient passées comme cela. Il faut bien réaliser que ça fait presque 20 ans qu'il y a eu 3 juges d'instruction, que l'affaire a été expatriée en France, on ne sait pas pourquoi. Des centaines de morts, peut-être des milliers. Des milliers peut-être même. En tout cas, une majorité de la population contaminée. Ouais, beaucoup de malades. La Martinique, c'est le pays au monde qui a le record de cancer, de la prostate notamment. Ouais. Et les femmes ont un décollement de la plèvre. Bref, une atrocité. Une atrocité. On sait qui est coupable. On sait qui est responsable. Et on ne fait pas, on ne fait rien. Et cela, à mon avis, a provoqué une défiance encore plus forte avec les instances nationales, avec la République. Et c'est triste, parce que pendant 2 jours, il y avait cette audience hier à la Cour d'appel de Paris, à la Chambre d'instruction. Je dois dire que ça m'a... Quand j'ai prêté serment il y a 45 ans dans cette chambre, je ne pensais pas qu'un jour j'aurais apporté la voix de la Martinique dans une affaire comme celle-ci. Quand j'ai entendu l'avocat général, celui qui est censé représenter la société, qui est censé dans une affaire comme celle-ci nous défendre, faire un réquisitoire pour dire qu'il demandait la confirmation du non-lieu, et qu'il a arrêté au bout de 4 minutes. De 4 minutes. C'est un scandale qui n'a pas de nom. Et je me dis, qu'attend donc ce peuple pour signifier qu'il faut arrêter de le mépriser, qu'il faut arrêter de lui cracher dessus, que en 40, beaucoup sont partis pour aider la France quand elle était dans une difficulté majeure, que l'histoire qui a été vécue par la Martinique est suffisamment douloureuse pour qu'on n'en rajoute pas dans le mépris. Donc, malheureusement, depuis quelques années, on a confié... Sur cette affaire, vous estimez, maître, que la France méprise, donc le bon terme. Bien sûr. Méprise donc oui. les originaires des Outre-mer que nous sommes. Absolument. C'est un mépris... C'est un mépris lié à nos origines, lié à notre histoire.
Et c'est inadmissible, c'est insupportable. Ouais. Vous pensez que, alors, l'affaire est délibérée? Oui. Ouais. Donc, il faut attendre donc, la réponse donc, de cette cour d'appel. Oui. Si toutefois ça aboutit sur encore un non-lieu, vous pensez qu'il faut aller beaucoup plus loin? Il faut aller devant la Cour européenne? Je pense qu'on ne peut pas se permettre... Cassation d'abord? Oui, cassation, mais je ne vois pas la Cour de cassation casser quoi que ce soit. Ouais. Et puis ensuite la Cour européenne. Mais au-delà de l'aspect juridique, il s'agit d'une affaire d'hommes, de femmes, de chair, de mort, de vie. Il s'agit de la dignité de tout un peuple. Moi, je n'ai pas défendu hier la dignité, l'histoire ou la liberté d'un homme. J'ai défendu hier la dignité, l'histoire et la vie d'un peuple, c'est-à-dire du peuple martiniquais. Et qui a fait confiance et qui fait confiance. Mais quand on observe le vote, le dernier vote, où on a vu effrayé ou effaré cette majorité se dégager pour le Front National, vous croyez qu'il n'y a pas un lien? Évidemment qu'il y a un lien. Parce qu'ils ne font plus confiance dans les partis traditionnels. Et ils ont raison. Ouais. Mais vous parlez ils ont raison de ne plus avoir confiance. Ouais. Ce n'est pas une raison pour aller se jeter dans la gueule du loup. Parce que s'il y a un pays où on ne pouvait pas s'attendre à ça, il faut se souvenir quand même que quand Jean-Marie Le Pen est venu, a voulu atterrir à la Martinique, les Martiniquais ont défoncé l'aéroport pour empêcher l'avion d'atterrir. Ouais. Donc c'est un peuple qui a une conscience. Aujourd'hui, ça ne pourra plus se faire? Je suis inquiet. Ouais. Je ne vous cache pas que je suis inquiet. Très bien. Alors, puisque vous parlez d'inquiétude, moi, je voudrais... Alors, on va revenir sur d'autres affaires, maître. Mais vous qui êtes profondément... vous qui avez donc l'âme profondément donc, martiniquaise, comment vous percevez, vous imaginez donc cette Martinique et plus largement les Antilles de nos enfants, de nos petits-enfants dans les 10, 20, 30 prochaines années? Pas facile de répondre à cette question. Nous sommes à un tournant dans la relation avec la République. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous avons vécu avec la République française une relation suffisamment difficile, douloureuse. L'esclavage a encore des stigmates. Il y a une communauté, en tout cas certains membres d'une communauté qui exagèrent. Et je pense aux mots de Manuel Valls, le ministre d'Amtop, c'est la première fois qu'un ministre de l'Outre-mer, dans l'hémicycle, a dénoncé un groupe qui bloquait l'économie, qui bloquait le développement de la Martinique. Donc, ça a provoqué des dégâts. Mais qui a le monopole. Ceci dit, ce sont des mots, ce sont des revendications, mais suivies de peu d'effets, maître. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Alors, bien entendu, je dis que bon, voilà, le ministre, il a le droit de s'exprimer, il a le droit de dire des choses, mais non, les choses ne d'abord, vont il y a pas la symbolique. bouger du jour au lendemain. Il y a la lendemain. symbolique. Ouais. C'est pas un quidam dans la rue qui a dit. C'est un ancien Premier ministre. Ouais. C'est un ministre en exercice. D'accord. Et qui prend ses responsabilités et qui vient devant l'Assemblée nationale. Il ne le dit pas dans la rue. Il vient devant les représentants de tous les partis de France. Et il nomme. Et il dit les choses. D'accord. Et ça, c'est suffisamment inédit et rare pour le signaler. Donc, il a réfléchi. Il a le dossier en main. Et il n'a pas que le dossier de la Martinique. Il a celui de la Nouvelle-Calédonie, celui de la Guyane, celui de la Guadeloupe, de la Réunion. Ouais. Donc, ce qui s'est passé ensuite, avec toute cette problématique de la vie chère, est une problématique importante qu'il faut régler. On va revenir sur la vie chère. Mais ceci dit, quand Manuel Valls monte au perchoir et fait ses annonces, quelque temps après, tout le monde l'a vu, le président de la République a reçu donc en grande pompe cette dite famille. Alors voilà. qui a été décorée. Donc, c'est là où c'est là où il faut dire les choses. Franchement, la France a mis à sa tête un enfant qui est devenu président et qui croit que... Ou alors un président qui était enfant. Oui, enfin. Voilà, mais
au pire moment de l'histoire de la relation entre la Martinique et la République, avec cette histoire du chlordécone dont on sait qui sont les responsables, quelles sont les familles qui sont les responsables de la vente, de la production, du rachat du brevet au moment où c'était interdit, puis de la revente au moment où c'était interdit, mise en cause durement par toute la Martinique, mais aussi par la Guadeloupe, mais aussi par la Guyane, mais aussi par la Réunion, sur cette question du monopole, sur cette question de cette vie chère. C'est à ce moment-là que le président choisit de donner à Bernard Ayotte la plus haute distinction de la Légion d'honneur. Mais ils vivent dans un monde parallèle. Comment est-ce possible? Selon vous, c'est une erreur politique? C'est une faute. Ouais. C'est un marqueur de quelque chose qui, à mon avis, laissera des traces. Mmh. Comment voulez-vous qu'un Martiniquais contaminé à 95% dans sa chair, ayant perdu soit un père, soit une mère, allant dans un supermarché, payant 40 ou 45%, quelquefois 60% dans un chariot, sachant que le responsable, c'est le président du groupe Ayotte, et qu'il voit cela, mais il se dit qu'il a fait la fête, et puis moi. Donc, c'est inquiétant. Ouais. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que nous sommes nous sommes un peuple avec une caractéristique liée à sa géologie. Nous sommes péléens. Nous sommes volcaniques. D'accord. Et c'est vrai qu'on peut rester très longtemps sans exploser. On a une capacité de résistance et de résilience extrême liée à notre histoire. Nous sommes capables d'endurer les pires épreuves. Nous sommes capables d'affronter les pires épreuves en silence, sans rien dire. Et puis un jour, on donne le sentiment d'être anesthésié d'ailleurs. On se dit, mais voilà, alors, heureusement qu'il y a des moments comme le Tour des Yoles, comme le Tour cycliste, comme le sport. Et moments festifs. Voilà, où on exulte, Mmh. qui rappelle notre histoire. Ouais. Qui rappelle notre histoire. Et puis, brusquement, quand on prend l'histoire de la Martinique, brusquement, ce sont des cycles. Vous avez une poussée. Donc, les choses ont beaucoup changé. Il y a quand même de quoi être inquiet avec le trafic d'armes de guerre. De guerre. C'est pas des arbalètes, hein. Ouais. C'est des armes de guerre qui circulent à la Martinique. J'inviterais les uns et les autres un peu plus de modestie dans leur démonstration de puissance. Aussi bien les puissants d'argent que les puissants administratifs. Quand vous avez une jeunesse qui est acculée dans le désespoir du quotidien, quand elle reçoit des signes comme ce signe-là, par exemple, cette décoration, tout peut arriver. Ouais. Quand vous dites tout peut arriver, ça veut dire qu'il faut peut-être... Monsieur Mike, j'ai beaucoup d'expérience. Ouais. J'ai Pour s'attendre au pire. traversé tous les océans. Ouais. J'ai plaidé dans des pays extrêmement dangereux. J'ai vu beaucoup de choses. J'aime beaucoup mon pays. Et les gens me parlent, m'écoutent. Et j'ai l'impression que nous sommes à un tournant. Et il ne faudra pas qu'on soit surpris. Si un jour, on assiste à des choses auxquelles on n'aurait pas pu imaginer. Ouais. Il y a quelque Bien temps. sûr. Ouais. Bien sûr. D'accord. Oui, parce que nous sommes des hommes et des femmes faits de chair, d'os, mais également d'histoire. Vous savez, le chlordécone, c'est la pire humiliation que la Martinique ait vécue depuis l'esclavage. La pire. Mais comment ils ne comprennent pas ça? Ils auraient dû s'agenouiller et demander pardon au lieu de faire les malins et de raconter c'est pas moi, c'est l'État, etc. C'est eux. La vie chère, c'est une humiliation au quotidien. Cette humiliation, je me dis mais comment Paulette, la dame qui m'aide à faire le ménage chez moi, elle va faire des courses. Et je vois quand ma femme, nous sommes pourtant que deux à la maison, avec le chariot, et qu'elle me dit ça m'a fait 200, 300 euros. Je me dis mais comment fait Paulette? Comment fait celui qui n'a pas les moyens? Comment fait? Vous connaissez
ce que gagne un Martiniquais en moyenne. Mais comment ils font? Et les autres se gavent un peu de dignité. Vous avez suffisamment de carrefours dans le monde. Vous faites 5 milliards de chiffre d'affaires. Si vous avez cet argent, c'est parce que la Martinique vous a permis cela. Et qu'est-ce qui vous autorise à avoir cette attitude de notre temps? Qu'est-ce que vous voulez? La Nouvelle-Calédonie, quand la Nouvelle-Calédonie, il y a eu les incidents, vous vous souvenez? Le premier centre commercial qui a brûlé, c'est celui du groupe Ayotte. Nous sommes en Nouvelle-Calédonie, donc partout, ce sont les mêmes comportements, donc les mêmes conséquences. Donc je dis que moi, je suis spectateur de cette histoire. Mais je me dis, je vois de plus en plus les taux se resserrer. Et je me dis, un de ces jours, ça va finir très mal. Justement, parce que vous parlez donc de la vie chère, maître. Alors, depuis le 1er septembre 2024, la Martinique a été fortement secouée donc, par cette crise sociale, justement liée à la vie chère. L'affaire du Airprac, Rodrigue Petitot et ses colistiers, donc, qui a ébranlé toute la Martinique, et pas seulement, parce qu'on a eu également donc, des manifestations donc, ici, dans l'Hexagone. On ne vous a pas entendu sur cette crise, maître? Parce que je ne suis pas là pour parler inutilement. Rodrigue, je le connais, je trouve que c'est un garçon très intelligent et qui est arrivé au bon moment, au bon endroit. Vous l'avez rencontré, Petitot? Bien sûr. Bien sûr. Et il avait de son arrestation, je vais déjeuner avec lui, ou le jour de son arrestation, je vais déjeuner avec lui. Je trouve que là aussi, le comportement qu'a eu la justice avec lui est absolument ignoble. Cette judiciarisation, c'est absurde, ça va finir mal. Et Rodrigue, qui a eu ce parcours qu'on lui reproche, il a payé. Et c'est parce qu'il a... Vous dites que, c'est important vos mots, vous dites que cette judiciarisation, enfin, pour reprendre votre terme, qu'il a connu ou qu'il connaît actuellement, ça va finir mal. Oui, parce que ce garçon, il a eu le passé qu'il a eu, il a payé. Il a payé sa dette. Oui, et c'est parce qu'il a vécu cette chose difficile qu'il a pu tenir tête à tout ce système. Avant lui, personne n'a fait cela. Cette table ronde, je la regardais et je trouvais qu'il avait beaucoup de force et que dans le rapport de force, dans ce rapport dialectique, pourtant, il n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait une école de commerce, mais qu'il tenait la route. Il n'est pas juriste. Il n'est pas juriste, mais il tenait la route. Parce qu'il a du caractère, parce qu'il est en fait, je veux dire, parce qu'il est profondément martiniquais. Ça cause donc de défendre cette vie chère en Martinique. Quel regard vous portez profondément sur cette affaire, maître? Parce qu'on a vu cette affaire du Airprac, de la vie chère, on l'a vu. C'est l'injustice, post-coloniale. Nous sommes dans un monde fermé, avec des petits intérêts égoïstes, ethniques. C'est ridicule. Nous sommes en 2025. Il faut arrêter avec ça, avec ces comportements de notre temps. Ça va finir mal. Est-ce que vous pensez, maître, que la Martinique peut espérer avoir une autre issue pour mieux vivre, donc avoir donc une meilleure qualité de vie? J'espère pour elle, pour nous. Ce qui est inquiétant, c'est que les jeunes s'en vont. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de travail. Ce qui est inquiétant, c'est qu'elle ne produit rien, sinon que de la colère, la Martinique. C'est qu'il y a ces abus de toutes sortes. Et croire que l'on peut acculer tout un peuple dans cette proportion sans que celui-ci réagisse un jour ou une nuit, c'est une erreur. Quand vous prenez l'histoire du monde, l'histoire des peuples, partout, quand on a cette position vis-à-vis d'un peuple, le peuple réagit. Et je crains qu'on se fasse de fausses idées sur ce peuple. Parce que dans son histoire, il a appris à ne rien dire. On est un peuple, selon vous, maître, est-ce qu'on est un peuple incompris, déconsidéré, abandonné par la République? Nous sommes les oubliés.
de la République. Ouais. Les enfants sauvages de la République. C'est-à-dire, on nous a, au moment de la départementalisation, considéré que c'était un vrai pas en avant. Vous savez en quelle année le salaire minimum est devenu le même qu'en France, à la Martinique? Ouais, il y a moins de 20 ans. En 95. Et c'est Chirac Ouais. qui l'a fait. Quel combat ont mené les Béquets pour que ça n'arrive pas? Non. Disant c'est pas Bon, possible. il y a 30 ans. Oui, voilà. Mais Il y a 30 ans, mais ça a mis combien d'années pour... Voilà. Pendant 30 ou 40 ans, il y a eu cette différence. voilà. Inadmissible. Pour que le SMIC national soit le même SMIC aux Antilles. Voilà, c'est... Donc, autrefois, même dans les plantations, on n'avait pas le même salaire, on n'avait pas le SMIC. C'est une psychologie d'habitation, une psychologie de plantation, une économie d'habitation, de plantation. Je le répète, je le dis calmement. J'espère être démenti un jour. Ça va finir mal. Ouais. Si ça continue comme ça. Et si ceux qui sont dans cette posture de domination coloniale, post-coloniale, ne comprennent pas, il est évident qu'ils vont avoir affaire à une riposte essentielle, c'est-à-dire vitale. Ouais. Vous pensez que une riposte qui peut, selon vous, qui peut être sanglante? Vous savez, dans ces situations-là, regardez en Nouvelle-Calédonie. Regardez en Nouvelle-Calédonie. Quand on ne veut pas entendre, quand on se ferme les oreilles, quand on bouche les yeux, et qu'on croit que parce qu'on a avec soi le procureur de la République, parce qu'on a avec soi le préfet, on peut y aller, on se trompe. On se trompe. Regardez dans quel état se trouve la Nouvelle-Calédonie. C'est que la France se trompe sur ces territoires des Outre-mer aujourd'hui, dans la gestion qui en est faite, maître? La France se trompe dans sa relation avec ces terres qui, par l'histoire, ont cette relation avec la République. Il faut que la France revoie la copie. Ouais. Vite. Très vite. Très bien. Vous qui êtes là, quelles sont les issues, les solutions? Alors, on a parlé de tables rondes tout à l'heure, donc des tables rondes qui n'ont quasiment rien donné. Ça a accouché d'une souris, probablement, donc ces tables rondes. Est-ce qu'il faut un référendum? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut repenser la gestion donc, de ces territoires des Outre-mer vis-à-vis de la France? Il faut repenser totalement les choses. Il faut que le peuple lui-même arrive à comprendre que c'est fini le temps où l'on mettait à la tête des mairies, à la tête des institutions, des hommes qui n'y connaissent rien. Il faut choisir les représentants. Il faut faire attention aux postures, à ceux qui ont des postures. Et c'est pour cette raison que je suis un peu à l'écart, parce que moi j'ai fait de la politique à la Martinique, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour Alfred Marie-Jeanne, et j'ai beaucoup de sympathie pour Letchimy, qui fait ce qu'il peut. Ouais. Mais c'est vrai que le destin d'Aimé Césaire ne m'a pas laissé indifférent. Et bref, on a généré un certain nombre d'hommes dans notre pays qui ont des qualités exceptionnelles. Ouais. D'ailleurs, le peuple ne s'est pas trompé. Or, ça ne suffit plus. D'accord. Donc, il y a une profitation, un esprit de profitation. Il y a des profiteurs. Il faut arrêter ça. Ouais. Mais comment peut-on les arrêter? Comment ils ne comprennent pas ça? Mais comment peut-on les arrêter? Le 15 août, jour de la fête de Marie, oui. Le hasard a fait que je me suis retrouvé au François, là où il y a les îlets. Ce que j'ai vu m'a profondément consterné. Ils sont là entre eux dans un petit monde fermé, et puis ils dansent, et puis ils rigolent. Ils ont des bateaux avec des moteurs de 4 moteurs de 400 chevaux, et pendant ce temps-là, à quelques centaines de mètres, il y a des gens qui meurent de faim. Et ils pensent que ça peut durer longtemps, mais non, c'est fini ça. Pretoria, c'est loin, l'Afrique du Sud, c'est loin. Le réveil, voilà, c'est comme si... Vous savez, il y a ce qu'on appelle le réveil anesthésique. Quand un peuple est anesthésié. D'accord. Ceci dit, on ne vit pas en apartheid en Martinique. Enfin, vous avez le sentiment. Il y a une partie de la Martinique... Pour faire référence à l'Afrique du Sud. Bien sûr. Ouais. Parce que quand vous allez...
C'est pas normal qu'une île qui fait 40 km sur 60, qu'il y ait une petite communauté qui vit dans l'entre-soi. Ouais. C'est pas normal. Et puis qu'il le reste qui vivent comme ça, c'est pas digne. Maître Alex Ursulé, est-ce que, selon vous, le système politique qui est en place, la question que je vous pose, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui dépassé pour régler donc en profondeur les attentes du peuple? Depuis un moment, ouais. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que vous permettez de dire ça? Parce qu'il y a des peurs. Moi, quand je fais de la politique il y a 30 ans, c'était déjà le cas. Les hommes qui sont en place ont peur? Oui, bien sûr. Ouais. Ils ont peur de quoi? Oui, d'abord, le peuple a peur. Le peuple a peur. Ouais. Parce qu'il y a eu des avantages qui ont été acquis avec l'évolution des choses, de l'histoire, de l'économie. Bon. Ils ont peur de l'aventure. Ils considèrent que sortir du schéma dans lequel on est provoquerait peut-être une aventure dont ils ne ressortiraient pas indemnes. Il y a un confort aujourd'hui, incontestablement. Même dans la misère, il y a du confort. Les routes sont organisées, il y a un hôpital qui fonctionne tant bien que mal, mais enfin, il y a une technologie forte, il y a une organisation, un semblant d'organisation. Mais il y a un malaise, il y a un mal-être. Quand je vous entends dire, Maître, j'ai l'impression que aujourd'hui, donc, dans ce malaise dans lequel nous vivons, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, on l'a vu, bien notamment sûr, avec, bien sûr. Partout. Avec le cyclone qui a ravagé. Tout le monde s'est dit, mais Mayotte, c'est où? Où vit-on? Que doit-on faire? Donc, on a l'impression que aujourd'hui, donc, ces territoires des Outre-mer, alors quand vous dites que nous sommes les oubliés, on est des laissés pour compte. Alors, d'abord, on est dans un état où on nous dit qu'il y a plus d'argent, il n'y a plus de ressources. On ne peut plus faire, mais que doit faire l'État pour redorer son blason, pour dire, mais voilà, ok, on a des territoires qu'on avait peut-être oubliés, et puis on va faire autrement. Il faut changer le système. Oui, je crois que c'est une psychologie d'un autre temps, celle que vous venez de développer, où il faut attendre de l'État des choses. Ouais. C'est fini, ça. Mais les pouvoirs régaliens, Maître, c'est l'État. Oui, bien sûr. Ouais. L'hôpital, c'est l'État. La sécurité, c'est l'État. Il y a quelqu'un qui a dit l'État, c'est moi. Ouais. Vous savez, ce sont des organisations juridiques créées par l'homme. Ce qui compte, c'est ce que veulent les Martiniquais, ce que veut le peuple. C'est ça qui compte. C'est ça la réalité. On ne va pas se camoufler derrière des codes juridiques pour dire, voilà, et se satisfaire de réalités fictives. Ce qui compte, c'est la volonté du peuple. Alors, selon vous, Maître, il faut arrêter ou amplifier le combat aujourd'hui. Le combat que certains mènent, que d'autres veulent mener, il faut l'arrêter, il faut l'amplifier, il faut le mettre en place. Il faut le mener. Ouais, il faut le mener. Il faut le mener. Oui. Au quotidien, c'est un alphabet de la lettre A à la lettre Z. C'est une montagne à monter. Donc, chacun et tous doivent s'y mettre. Il faut arrêter de déléguer à des gens qui reçoivent une mission qu'ils ne savent pas faire. Il y a très peu, je vois très peu, en dehors de Marie-Jeanne et de Letchimy et de 2 ou 3, je veux dire, on n'a pas eu de chance ces derniers temps dans la représentation nationale de nos préoccupations, de nos malheurs. Une fois qu'on est arrivé à l'Assemblée nationale et qu'on a fait un pseudo-discours, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Il faut dire qui on est, il faut dire, c'est ce que faisait Césaire. Ouais. C'est ce que faisait Césaire. Il faut dire qui on est, quelle est notre dignité. Et ce qu'on attend surtout. Oui, bien sûr. Mais on a beau dire ce qu'on attend, mais ça n'arrive pas. Ou alors est-ce qu'il faut dire ça n'arrivera plus? Qu'est-ce qui n'arrivera plus? Ce qu'on attend de cette France, de cette République, de l'État, de nos gouvernants. On a des attentes, Maître. On a des attentes. Chez nous, on a des attentes, beaucoup d'attentes. Et avant d'attendre ce qui arrivera, il faut surtout expliquer ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut pas.
ce mépris, cette arrogance dans la façon de gérer la problématique martiniquaise et cette façon paternaliste, cette arrogance paternaliste. On n'en veut plus. Alors, ce sera peut-être ma dernière question, maître, mais on vous invitera à revenir dans cette émission pour en parler, plaisir. Parce que le débat, il est important, et puis il y a plein de choses à dire. Absolument. Alors, ma dernière question, maître Alex Ursulé, on parlait donc de combat. Qui doit mener ce combat? Est-ce que, alors, les syndicats, j'ai l'impression qu'ils sont en perte de repères et de puissance. Les politiques, peut-être les pouvoirs limités. On a dit qu'aujourd'hui, ils sont peut-être dépassés par un système qui ne convient plus. Ou encore, le peuple qui n'est pas pris en considération. On l'a vu avec la crise menée donc, par le RPRAC et Rodrigue Petitot. Qui doit se mettre en leadership pour nous mener à ces contributions? Non, la problématique n'est pas celle du leadership. C'est celle d'un rassemblement, d'un engagement collectif. Ouais. Il est fini le temps des hommes providentiels, le temps des hommes seuls qui se battent au nom d'autres hommes. C'est aujourd'hui la problématique du rassemblement, de l'engagement collectif, du peuple qui se rassemble et qui dit ça suffit, maintenant voilà ce que l'on veut. Maître Alex Ursulé, mesdames, messieurs, qui était notre invité pour cette grande rentrée de cette émission, les invités de Mike. Donc, maître Alex Ursulé, donc avocat au barreau de Paris, mais également donc au barreau de Fort-de-France. Donc, un homme qu'on tenait vraiment à avoir dans cette émission. Mais j'espère que vous reviendrez. Je vous remercie beaucoup. D'abord, je voulais vous dire que Télé Antilles, je la suis. Oui. Et que c'est un bol d'air dans le paysage audiovisuel de l'outre-mer. Quand je suis à la Martinique, je regarde. À Paris, je regarde. Ouais. Il y a une pertinence et une impertinence. Il y a les deux. Et que ce soit Jean-François ou vous ou les autres, je trouve que vous faites du bon boulot. Et je vois les conditions dans lesquelles vous travaillez. Je trouve ça remarquable parce que et pourtant vous n'avez pas beaucoup de moyens. Hein, très peu de moyens. Même rien. Oui. Et le résultat à l'antenne est remarquable, vraiment. Et je tenais à vous féliciter sincèrement pour ça parce que c'est ça notre force. Oui. C'est qu'on a, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'argent, on a une histoire dure, mais on a ça là, qui fait que on a ce sens des choses. On est des artistes, on est de vrais cerveaux. Et donc on met ça à disposition. Aujourd'hui, c'est vous sur Télé Antilles, et je vous félicite pour ça. Merci à vous, merci maître. C'est vrai qu'on s'est vu à plusieurs reprises et on avait prévu donc de faire cette émission ensemble et vous avez tenu parole. Oui, je suis là. Moi, vous remercier. Je suis toujours là. Vous remercier. Merci à Peggy Ladéon d'ailleurs qui nous a assuré donc cette belle coordination. Merci à vous de nous avoir suivis. Quel serait votre mot de la fin, maître? Que le combat n'est jamais perdu d'avance. Ouais. Et qu'il faut le mener. Il faut le mener. Et qu'il ne faut pas se laisser... il ne faut pas désespérer de l'homme, de l'humain, aussi crapuleux soit-il. Il ne faut pas désespérer, c'est un homme. Merci à vous. Merci.